Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre sur notre plateau de Lointaine Discuter avec le citoyen. Ce soir, pour notre troisième émission, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi Faria Ali et Géraldine Courtois qui vont se présenter à nous et nous raconter un peu qu'est-ce qu'elles font dans leur travail. Donc Géraldine, Faria, bienvenue et merci d'être ici. Bonjour d'abord. Bonjour, merci à toi de nous accueillir. Avec grand plaisir. Et donc vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont vos qualifications et pourquoi est-ce que je vous ai invité en fait. Donc Géraldine Courtois, j'ai 29 ans et je suis arrivée dans le projet Migration de la des préjugés en octobre 2017, donc tout récemment. Et avant ça, j'ai travaillé 4 ans en tant que formatrice en citoyenneté. Et donc voilà. Et donc moi c'est Faria, j'ai 25 ans et donc j'ai rejoint le projet Migration de la des préjugés quand j'étais encore étudiante et donc à la fin de mes études, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec Géraldine et de reprendre la main sur le projet après mon prédécesseur qui était Antoine Roblin. Et donc voilà, donc on est là pour parler de migration des préjugés, comme l'a dit Géraldine. Voilà, donc bienvenue à vous et merci d'être ici aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, j'ai oublié de le dire au début, mais donc on va le dire, le projet dans lequel elle travaille s'appelle Migration au-delà des préjugés. Donc est-ce que l'une de vous peut nous expliquer quel est le but du projet? Pourquoi Tu veux que j'y aille ? Vas-y. Ok. Donc le but du projet, c'est donc de proposer des animations à un public jeune, donc plutôt entre 15 ans et 25 ans. Et donc ce projet est né au sein de l'ULB donc pendant la crise des migrants, en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de préjugés qui circulaient sur cette population, qu'on était beaucoup dans des raccourcis. Et donc ce sont des chercheurs qui ont décidé de mettre à profit les études qu'ils faisaient sur ces problématiques et de créer à partir de ça des outils. Et donc pour avoir cette spécialité, on va dire, de pédagogue, ils ont fait un partenariat avec le Conseil Jeunesse Développement, qui est une ASBL qui promouvoit les projets des jeunes. Et ils ont aussi vraiment cette sensibilité de pédagogue. Et donc ensemble, on a créé des outils pédagogiques, donc 4 grands modules, et qu'on va présenter donc dans les écoles et dans les maisons de jeunes. Est-ce que tu peux écouter ? Oui, donc l'objectif, c'est vraiment de susciter le débat, la réflexion auprès des jeunes, de leur montrer aussi que tout ce qui est problématique, la thématique migratoire, le phénomène migratoire, que c'est quelque chose de complexe, que c'est pas ni noir ni blanc, que souvent on a des idées préconçues, que c'est comme ça ou comme ça, mais non, c'est les ouvrir vers plus de complexité de la situation, et puis oui, vraiment donc susciter le débat, la réflexion, et les outiller avec des arguments pour après, pourquoi pas eux, dans leur entourage, déconstruire ces préjugés autour des migrants. Ouais, c'est très intéressant. Et quelles sont personnellement vos motivations pour ce projet-là? Qu'est-ce qui vous motive, vous, à travailler dans ce projet de migration au-delà des préjugés? Moi, quand j'ai rejoint le projet, c'était en tant que bénévole, et ce qui moi m'avait beaucoup plu dans le projet, c'est que c'était la rencontre de 2 univers que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'univers universitaire où on produit pas mal de savoir, mais qui souvent, si on le diffuse en dehors auprès du public, mais ça reste quand même une diffusion parfois plus limitée qui n'atteint pas toujours les plus jeunes. Et le fait d'aller à la rencontre de l'associatif, j'aime bien donc le croisement de ces deux mondes. Et puis le fait de travailler avec un public jeune aussi, je pense que c'est un public toujours très très passionné et très passionnant aussi. Et donc aller à la rencontre de ces jeunes et de pouvoir discuter avec eux et donc pouvoir non seulement leur apporter quelque chose, mais qu'ils nous apportent aussi des choses, moi c'était mes motivations dans ce projet-là. Géraldine. Déjà, le travail dans l'associatif, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et vers lequel ça m'a toujours attirée depuis très jeune. Et dans ce projet-ci en particulier, ce que j'apprécie, c'est
C'est vraiment basé sur des volontaires. Donc ça, je trouve ça génial ça suscite l'engagement de personnes, une mobilisation. Et puis après, la thématique, je la trouve très intéressante, déjà parce qu'elle est brûlante d'actualité. Tout ce qui est phénomène migratoire, on en entend parler partout, dans les médias, dans la société. Les écoles aussi s'intéressent au sujet. Et tout ce qui est déconstruction des stéréotypes et préjugés autour de ça, je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà. C'est très bien expliqué et on comprend un peu mieux pourquoi ce travail vous motive tant, et on le voit en fait à votre manière de nous en parler. C'est très beau à voir. Concernant vos projets, ce projet-là, il est né d'où? Il vient d'où en fait? Qui est-ce qui s'est dit un jour, tiens, on va créer le projet Migration Donc le projet a été créé au sein de l'Institut de sociologie, donc le GERM. De l'ULB. Oui, de l'ULB. C'est un groupe de recherche de sociologues à l'ULB, et c'est en particulier André Area, qui est doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales, qui a donc lancé cette initiative. Et donc au départ, en fait, ce projet était complètement bénévole. Donc nous avions aucun subside, aucun permanent sur ce projet-là. Et donc tout est parti, donc comme l'a très bien dit Géraldine, c'était vraiment une volonté citoyenne et aussi de chercheurs de se mettre autour de la table et de créer quelque chose. Et puis après, donc le projet a pris de l'ampleur. On a eu beaucoup d'écoles et aussi des maisons de jeunes qui étaient très enthousiastes. On a eu ce super partenariat avec le CJD qui a ramené aussi de nouveaux volontaires. Et donc comme ça a pris de l'ampleur, on a après demandé des subsides pour pouvoir un peu plus pérenniser le projet. Donc après, on est toutes les deux arrivées dessus. Donc oui, si on reprend un peu chronologiquement, donc avec la crise migratoire qui a eu lieu, crise des réfugiés en 2015, c'est né à partir de ce moment-là. Puis l'outil s'est créé. 2016-2017, l'année scolaire, les premières animations se sont lancées, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant, les écoles, on sent que ça mord. On a pas mal d'animations qui vont tourner là maintenant. Et surtout, on évolue parce que maintenant, on va aussi en Wallonie, n'est-ce pas? Donc, oui. Là, on fait nos premiers pas en Wallonie. On a déjà fait nos premiers pas dans des maisons de jeunes en Wallonie le quadrimestre passé, en allant notamment à Liège via notre partenaire le CJD. Et là, maintenant, on va aussi dans les écoles du coup de la Wallonie. Et ça, c'est aussi nouveau pour nous parce qu'on était beaucoup à Bruxelles et surtout le centre de Bruxelles l'année passée. Mais maintenant, voilà, on continue de grandir. Ça fait plaisir à voir, en espérant que ça pérennise encore un peu plus dans le temps et que ça grandisse. Quels sont pour vous les défis de ce projet? Qu'est-ce qui permettrait, le petit couac qui ralentirait ou l'obstacle que vous souhaiteriez franchir s'il arrive, quoi? Mais moi, je pense que les défis, on a justement parlé ce matin pas mal lors d'une réunion. Il y a déjà le fait qu'il y ait beaucoup de parties prenantes à ce projet. Donc, il y a l'ULB, il y a le CJD, il y a des volontaires, il y a des permanents. Donc, ça complexifie déjà la chose, la communication. Les défis, c'est aussi la mobilisation des volontaires. Ça, c'est clair. Un défi à venir, ça va être aussi de diffuser cet outil largement dans les écoles. Et donc à ce propos, on est en train de monter une production d'un web documentaire pour pouvoir avoir un outil qui va permettre de diffuser le projet vraiment à l'extérieur. Donc les enseignants ou professionnels de la jeunesse vont pouvoir se saisir de ce web documentaire pour animer l'outil dans leur classe avec leurs jeunes. Et donc ça, c'est aussi un peu l'ambition du projet, ce serait de le pérenniser. Et donc, Faria et moi, ça c'est à voir en fonction des subsides, mais l'ULB aimerait bien, et le CJD, qu'il y ait des permanents, une coordination pendant 3 ans, et après que le projet puisse voler de ses propres ailes et que ce soit vraiment du long terme, et qu'il y ait un réseau d'enseignants et d'écoles qui se saisissent de l'initiative et qui continuent à la faire vivre au-delà de l'ULB et du CJD. C'est un très beau défi. Ah oui. Très beau défi. Je souhaite que ça fonctionne et que
Et donc vous avez toutes les deux parlé de l'ULB et du CJD. Donc le CJD qui est le Cercle Jeunesse... Conseil Jeunesse pardon, et Développement. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du rôle de chacun, de l'implication de chacun, un peu pour voir... Donc du coup au niveau du rôle, l'ULB en fait donc à la base amenait beaucoup plus cette sensibilité donc de chercheurs. Donc les données donc sont tirées en fait dès qu'elles viennent l'outil sont tirées des recherches de l'ULB. Donc ils ont cette spécificité qui est le côté scientifique de l'ULB et donc de fils cet apport d'esprit critique aussi. Et du côté du CJD, il y a vraiment cette sensibilité à la pédagogie active, donc qui est vraiment au centre de nos outils, qui fait notre particularité avec donc, ce côté scientifique. C'est le fait qu'on veut que l'élève ou le jeune soit traversé par une expérience pédagogique et pas qu'il soit passif dans le processus du savoir. Et donc cette sensibilité-là, évidemment, c'était plus le Conseil Jeunesse Développement qui l'a apporté. Et donc l'ULB a vraiment apporté ce côté plus intellectuel aussi. Donc c'est vraiment une complémentarité qui est très intéressante. Et au niveau de la répartition des rôles, d'un point de vue logistique, nous avons décidé que l'ULB se chargeait plus des contacts avec les écoles et le CJD se servait plus des contacts avec les maisons de jeunes. Mais voilà, nos volontaires font des ponts de part et d'autre. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse et la diversité du projet. Mais voilà, c'est comme ça que nous sommes un peu répartis les rôles. Très bien. Et quand tu dis pédagogie active, qu'est-ce que tu définis par pédagogie active? Okay. Donc la pédagogie active, c'est l'idée que au lieu de rendre l'élève passif dans le savoir, c'est-à-dire voilà, on lui fait une présentation, il doit écouter, il doit assimiler, on va lui faire vivre quelque chose, il doit être acteur, donc il doit bouger ou il doit faire ressortir ses expériences personnelles par rapport à la problématique. Et nous, on va construire ce qu'on veut lui apporter sur ses expériences à lui. Donc ça veut dire qu'on ne part pas du principe que l'élève est une table rase qui n'a aucun passé ou aucun savoir. On sait que les jeunes connaissent des choses, mais on va essayer de mobiliser ce qu'ils connaissent déjà et leur apporter de nouvelles choses. Et donc c'est vraiment quelque chose de coopératif en fait avec le jeune. Donc on construit ensemble en fait ce qu'on lui apporte plutôt que de venir avec une présentation toute faite. Donc il y a une part définitivement de données qu'on a décidé qu'on veut transmettre et qu'on apporte, mais sur le moment donné il y a une part d'improvisation aussi parce qu'on s'adapte au public qu'on a en face de nous et c'est ça la pédagogie active en fait, c'est d'être en collaboration avec l'autre quand on veut lui apprendre quelque chose. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, non, c'est exactement ce que tu dis, de la co-construction, partir des représentations des jeunes et alors aussi amener du côté un peu ludique avec des jeux, des techniques d'animation, comme tu l'as dit, où ça bouge. Voilà, et en parlant de jeunes, quel est votre public cible en soi? Donc, quelle tranche d'âge, est-ce que vous avez une catégorie en particulier? Oui, donc c'est déjà les jeunes entre 15 et 25 ans, ça c'est ce qu'on a décidé entre nous. Et donc qui concrètement, il y a déjà tous les jeunes, les élèves du secondaire. Donc on vise plutôt le cycle supérieur, donc le 3e degré, 3e, 4e, 5e, 6e. Donc école scolaire, c'est déjà, secondaire, c'est déjà un public. Et puis, il y a aussi tous les jeunes qui fréquentent des organismes extrascolaires, organismes de jeunesse tels que maisons de jeunes, maisons de quartier, AMO, qui sont des aides en milieu ouvert, qui sont en décrochage scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on a plus ciblé sur une tranche d'âge 15-25, parce que ça vise à la fois le scolaire et l'extrascolaire. Et puis il y a aussi, finalement, on va aussi être amené à former des enseignants. Donc finalement, c'est aussi un public cible. Du coup, on aimerait bien qu'ils se saisissent de l'outil. Il va falloir à un moment donné les former. Donc ça, on va aussi faire lors de l'année scolaire une formation d'enseignants qui le désirent. Ouais. Et c'est un public de 15 à 25 ans, donc c'est un public jeune, mais qui a quand même déjà des idées assez construites et des opinions assez posées en général. Est-ce que vous arrivez à vous confronter à ce genre, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui sont très ouverts et très vraiment d'accord avec vous sur certains points et d'autres qui sont beaucoup plus fermés, qui ont déjà des idées préconstruites. Comment vous voyez en fait cette acceptation, s'il y en a une, et comment ça se passe en général?
Donc, il faut savoir que nos animations durent 2 heures, sauf si la maison de jeunes ou l'école veulent nous accueillir plusieurs fois. Mais voilà, en général, le module, l'atelier dure 2 heures. Et donc, en même temps, on peut voir de belles choses en 2 heures, tout comme en même temps, il faut être modeste, je pense, et se dire qu'on sème des graines. Mais ce sont des graines importantes parce que voilà, elles peuvent germer à un moment donné quand on n'est pas là pour les voir. Mais je pense qu'effectivement, le plus facile, c'est quand on est devant un public convaincu, mais c'est également pas le plus intéressant. Mais ce qui est intéressant pendant les 2 heures d'interaction, quand on est devant un public qui bloque plus par rapport à notre message, c'est amener le questionnement. C'est qu'on sait que vers la fin, on va peut-être pas les convaincre, et c'est peut-être même pas notre but, mais notre but, c'est de peut-être faire ressortir ce qu'ils pensent, pourquoi ils le pensent, et les amener à le questionner pendant ces 2 heures. Et donc, pour moi, rien que le fait de faire germer le doute par rapport à leur pensée de base, c'est une grande victoire. Donc, c'est effectivement une grande victoire. Le fait d'amener une critique à ce que l'on pense déjà, c'est effectivement une grande victoire. Et est-ce que vous avez déjà eu des retombées sur les premières animations qui ont été faites ou pas encore? Ou qu'est-ce que des retours des enseignants, Oui, on a eu pas mal de retours positifs l'année passée. La preuve, on a des enseignants qui reviennent vers nous cette année et qui veulent renouveler donc le partenariat, notamment je pense à l'atelier de Woluwe-Saint-Lambert. Il y a aussi donc l'atelier Léon-Lepage. Donc on a des enseignants qui ont vu nos activités, qui ont été très motivés. Et de même pour les maisons de jeunes. Donc je pense par exemple à la maison de jeunes du 88 où nous sommes allés 2 fois et on a eu un retour très positif aussi. De même, quand on a été à Liège le premier quadrimestre, on a eu un retour très très positif aussi. Donc la plupart du temps, les retours qu'on a sont très enthousiastes. Et donc, pour moi, la plus grande preuve, ce serait qu'il y a un renouvellement de certains partenariats. Puis à noter aussi que Faria est en charge de justement monter un peu la partie évaluation du projet pour justement mesurer, on va dire, ses retombées et qu'on puisse le savoir et le mettre dans des rapports d'activité. Oui, c'est un peu votre moteur, votre essence pour votre moteur pour vous motiver. C'est nécessaire dans tout projet d'un moment donné évaluer, de voir quelles sont les retombées, d'avoir du feedback et donc c'est en construction tout ça. Oui, c'est toujours agréable. Donc on a parlé un peu de votre public cible, donc des jeunes, etc. On va passer au volet volontaire. Combien de volontaires à peu près avez-vous au sein de ce projet-là? Et quelles sont leurs catégories, plutôt étudiants, plutôt chercheurs, plutôt externes, et savoir un peu comment est-ce que, en tant que volontaire, parce que je pense que Faria, tu as été volontaire aussi, donc, et savoir un peu les impressions des volontaires. Donc, actuellement, on a 30 volontaires, je dirais 30 volontaires fixes. Et il me semble que c'est plus ou moins 50-50 étudiants-chercheurs. Et on a une seconde formation ici qui arrive au mois de février qui sont déjà quasi complètes. Donc on a une seconde salve de volontaires qui arrive. Qui sont 45, donc voilà, inscrits en tout cas. Donc ça fait quand même, ça va faire une grosse équipe à la fin. Oui, c'est réjouissant. Oui, très. Effectivement, c'est réjouissant. Complètement, parce que en fait, on ne sait pas faire tourner ce projet sans nos volontaires. Donc, on est très reconnaissant vis-à-vis de toutes les personnes qui s'engagent, parce que c'est un taux d'activité qu'on ne pourrait pas soutenir en étant 2 permanentes que nous sommes. Et donc, tout tourne grâce à eux en fait. Donc, et leur engagement fait que le projet vit. Donc par rapport à ta question en tant qu'ancienne volontaire, donc comment ça se passe? Eh bien, c'est l'occasion, je trouve, déjà d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des gens très engagés, donc autant des autres étudiants. Donc moi, j'ai pas de très chouettes rencontres quand j'étais étudiante dans ce projet, et de belles amitiés. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer, d'être dans une autre relation avec nos enseignants d'université. Donc parce qu'on a aussi des chercheurs, des académiques comme André Area qui est à la base de ce projet, mais je pense également à par exemple Laurent Licata ou Corinne Torkens qui va aussi s'impliquer dans le projet. Donc l'occasion de voir ces enseignants universitaires autrement
Et surtout, c'est prendre de nouvelles compétences. Donc, on apprend à la prise de parole, gérer un groupe. Donc voilà, moi, par exemple, en tant que volontaire, j'étais volontaire du CJD. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup appris à animer. Ça m'a beaucoup appris à travailler en équipe. Et voilà, donc de très belles rencontres, je trouve. C'est toujours de très belles rencontres. Après, pour en revenir à la population de volontaires, est-ce que vous avez des facultés en particulier pour les étudiants, pour les chercheurs, ou alors est-ce que ça englobe un peu tous les établissements de l'ULB? Donc, autant les campus de la Plaine, du Solbosch, vous avez de tout. D'accord. Donc, pour le moment, il y a peut-être un peu au niveau représentation, plus Solbosch et plus des facultés telles que sciences sociales, etc. Mais on a cette volonté d'ouvrir, donc bienvenue à tout le monde. Voilà, effectivement. Et ça commence, on a des facultés de sciences qui commencent à s'inscrire en tant que volontaires aux formations. Et on a le projet de toucher les autres campus, certainement. Donc voilà, nos auditeurs qui sont avec nous ce soir, que si vous faites partie des autres campus de l'ULB ou même de notre université, vous êtes les bienvenus pour les projets de migration au-delà des préjugés. Donc n'hésitez pas à les contacter. Donc oui, parce qu'en fait, il faut se dire que tout se fait par étapes. Comme on avait commencé avec des volontaires du GERM, qui sont des sociologues, bien d'office, donc au début c'était des sociologues et des psychologues quelques psychologues sociaux qui se connaissaient entre eux. Et puis là maintenant, on s'est un peu agrandi et on a touché d'autres facultés de Solbosch, donc autant les sciences politiques, l'IGEAT, qui sont plutôt un institut de géographie. Puis après, on a également eu des personnes qui font du droit. Voilà, on a eu cette ouverture-là. Et puis maintenant, on a une ouverture, on a aussi d'autres gens qui viennent, donc, comme l'a dit Géraldine, des facultés des sciences, qui viennent de Erasme. Et voilà, donc ça se fait étape par étape, mais effectivement, on a la volonté que toute personne de l'ULB qui veut participer puisse venir, mais également que toute personne externe puisse être volontaire au CJD et prendre part au projet. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, que votre projet grandisse encore de plus en plus. Concernant les prochains projets, est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? Quels sont vos prochains projets au niveau de migration au-delà des préjugés? Mais le prochain projet, on va déjà ficeler ce projet-ci, et en tout cas nos futurs objectifs pour 2018-2019, c'est consolider cette équipe de volontaires. On a un objectif de toucher, je pense, 30 écoles à Bruxelles, et puis de développer en Wallonie aussi ce réseau d'écoles. Et il y a le projet de web documentaire, qui est un fameux morceau aussi. Et l'évaluation aussi, qui est parce que ce sera une évaluation, non seulement un feedback, mais on voudrait aussi évaluer scientifiquement en fait l'impact de nos activités. Donc pour un peu objectiver qu'est-ce qu'on a réussi à faire via ce projet, et quels sont nos résultats concrets. Donc ça aussi, c'est un de nos gros projets pour la fin de 2018, c'est de réussir à vraiment, comme le disait tantôt Géraldine, à bien cerner en fait nos impacts. Donc, et effectivement, comme elle le dit, je pense que le web documentaire, c'est quand même un gros morceau dans ce travail de diffusion et aussi d'ouverture de l'outil aux autres. Et ça, c'est un des gros défis du projet, en même temps que nos objectifs géographiques, donc Bruxelles et la Wallonie. Et que contiendrait en fait ce web documentaire? Donc, qu'est-ce qu'il C'est une bonne question. Voilà. C'est vraiment en phase de construction. On est à la phase préliminaire de réflexion, stratégie, mais on pense se diriger vraiment vers la diffusion de ce qu'on fait de l'outil, les fiches pédagogiques, etc. Et notre cible primaire, ce seront les professionnels de la jeunesse qui puissent vraiment se saisir de l'outil, que ce soit facile à utiliser, à télécharger et l'utiliser dans leur classe. Donc, ce web documentaire va vraiment contenir les modules d'animation qu'on fait pour le moment dans les écoles. Okay. Évidemment, ça doit être tout ça adapté au digital, au numérique. C'est ça qui va prendre sans doute du temps. Mais donc voilà, ce qu'on y retrouvera.
L'idée du web documentaire, en fait, la raison pour laquelle on a choisi ce format-là, c'était aussi de se dire qu'on ne veut pas juste un site web où la personne vient et est passive, on veut continuer dans cette idée un peu collaborative qui est au centre de nos animations. Et on aimerait bien que quand la personne est dessus, elle puisse interagir avec le site. Donc un web documentaire, c'est un site dans lequel on peut naviguer, faire des allers-retours, aussi vivre une expérience, vivre des jeux, vivre des vidéos, peut-être aussi potentiellement. Et donc il y a vraiment ce côté un peu navigateur qui est innovateur et qui reste aussi dans notre logique en fait de collaboration avec l'autre dans la construction du savoir. Et donc c'est l'idée de diffusion, tout comme c'est l'idée d'en faire un outil pour non seulement les enseignants mais aussi les travailleurs sociaux. Et je ne sais pas si ça t'intéresse, on peut peut-être toucher un mot sur justement ces modules qu'on a au c'est ce que j'allais vous demander ce que ça contient, parce que c'est ce que j'ai encore parlé, c'est vrai, et c'est vrai que j'allais y venir effectivement. Combien de modules présentez-vous? Est-ce que vous les présentez à chaque école ou chaque école choisit chacun un module? Et puis de là, comment se forment aussi les volontaires à ces modules? Oui. Donc les écoles, concrètement, on les contacte, on présente le projet, elles reprennent contact. Souvent, elles choisissent d'abord un premier module pour découvrir et voir aussi notre manière de fonctionner, voir si c'est sérieux, parce que c'est quand même amener des gens externes au sein d'une école dans leur classe. Mais après, donc, comme Farid a dit, vu que ça mord, souvent ils peuvent redemander et ils le font un second module ou un troisième module. Et actuellement, on a 3 vraiment modules bien construits, bien ficelés. Donc le premier module, chaque module dure 2 heures et vise à déconstruire un préjugé. Le premier préjugé, c'est ils n'ont pas le droit d'être là. Et donc ça, c'est vraiment reparler des causes migratoires. Qu'est-ce qui pousse les gens à migrer? Est-ce qu'il y a des causes plus légales que d'autres? On fait aussi toute la distinction entre réfugiés, sans-papiers, migrants, parce que dans beaucoup de têtes, je pense que c'est confus, toutes ces notions-là. On explique la Convention de Genève, etc., la procédure d'asile ici en Belgique. Donc ça, c'est vraiment le premier module. Le second, c'est ils n'ont pas le droit d'être... On va être envahis. Celui-là, c'est plus axé sur des chiffres. Où est-ce que les réfugiés se situent dans le monde aujourd'hui? On pense souvent qu'ils viennent aux portes de l'Europe ou en Amérique du Nord, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc on travaille là-dessus. Et le troisième module, c'est ils vont islamiser l'Europe. Je vais peut-être te laisser développer. D'accord. Et donc, ils vont islamiser l'Europe, c'est l'idée de déconstruire cette idée. Donc déjà, c'est quoi une Europe islamisée? Comment est-ce que les gens se l'imaginent? Qu'est-ce qui se passerait dans une Europe islamisée? Et donc, on associe plein de raccourcis aussi à cette idée d'islam. Et donc, on retravaille sur ces raccourcis. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener de la complexité, de dire que une population musulmane ou un pays islamisé, il y a de multiples formes pour ça, donc c'est pas quelque chose de figé, c'est pas essentiel, c'est pas une réalité qui existe comme ça. Donc c'est ramener la complexité avec l'idée de l'islam et c'est aussi retravailler comment on peut faire société ensemble. Et donc on a un 4e module auquel on est en train de refaire une peau neuve après l'avoir testé quelques fois, qui est ils ne vont pas s'intégrer, où là on voudrait vraiment un peu travailler les questions de qu'est-ce que c'est qu'être intégré. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est intégré ou pas, et aussi quels sont les obstacles qu'une personne a à cette intégration. Et donc notamment toutes les questions de cette ségrégation urbaine, aussi de quels sont les défis rencontrés dans la scolarité. Quels sont les défis au vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut faire contact aussi, comment est-ce qu'on peut faire société ensemble, donc des pistes pour faire société ensemble. Donc ça, ce serait le 4e module et vraiment en mode embryon, on a un 5e qu'on voudrait créer qui est sur les médias. Parce qu'on s'est rendu compte l'année passée en allant dans les écoles qu'en fait, en travaillant ces 4 problématiques, ce qui revenait souvent chez les jeunes, donc on parle de notre public, c'était que les médias, pourquoi les médias nous communiquent ça? Pourquoi est-ce que les médias font des raccourcis? Et donc il y avait un peu cette diabolisation des médias dans laquelle on ne veut pas tomber non plus. On voudrait même vis-à-vis de ça qu'il y ait un esprit critique, mais qu'on
construit et pas diabolisant. Et donc on veut maintenant créer un module qui travaille cette question des médias et de l'esprit critique, mais sans diaboliser non plus les médias, parce que voilà, les médias ça peut être positif aussi, comme ici, ça peut être quelque chose d'important pour une société, mais vraiment leur faire prendre conscience comment fonctionne un média. Et ça c'est un nouvel défi aussi, parce que de nouveau on continue un petit peu s'agrandir. Bah oui, en fait la pérennisation du projet avance avec les défis que vous allez rencontrer et les défis de création auxquels vous souhaitez arriver. Donc c'est ça, en fait, la thématique est constamment en mouvement. Il faut actualiser sans cesse et donc finalement ça pourrait être un projet à l'infini, mais pour le moment on essaye un peu de délimiter pour construire bien la chose, mais c'est en perpétuel mouvement. C'est ce qui donne la vie au projet en soi. Oui. Donc, et concernant les volontaires, comment se forment-ils à animer en fait ces différents blocs? Comment ça se passe en réalité en tant que volontaire? Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des formations aux futurs volontaires. On fait en priorité au public de l'ULB, et puis le Conseil Jeunesse Développement de son côté fait appel à des volontaires extérieurs. Et les deux publics sont formés ensemble par des membres, par nous, et également nos partenaires du CJD, donc Manon Le Soil et Karine de 807 qui représentent le CJD lors des formations. Et donc les deux partenaires sont là, et l'idée étant de faire découvrir ou former le module, donc le contenu, etc., mais également de les pousser à faire des exercices d'animation, et on les met directement dans le bain en leur donnant des exercices, etc., en leur donnant des défis, et pour qu'ils sachent très vite, qu'ils soient très vite dans le concret en fait. Et donc les inscriptions se font par mail, et les volontaires choisissent le module qui les intéresse le plus, et puis nous les inscrivons et nous faisons les formations en général à l'ULB. En fait, vous les mettez un peu dans le bain de façon à pouvoir réagir à différentes situations, tant positives que négatives. Oui, complètement. Oui, parce que ça a souligné que on se dit que on part du principe que nos volontaires vont pouvoir assimiler le contenu assez facilement. Par contre, la difficulté d'aller animer, c'est justement cette question de l'animateur. Comment je me situe en tant qu'animateur, comment je réagis face à telle situation que je pourrais rencontrer face à un jeune. Et donc, on immerge les volontaires dans cette situation-là. Alors évidemment, en 2-3 heures, c'est très court, mais donc le CJD aussi repropose des formations également de 2-3 heures, mais vraiment axées sur la posture d'animateur pour travailler toutes ces questions d'animation et essayer d'armer au maximum le volontaire, pour essayer de compléter la formation jusqu'au bout. Et au niveau du contenu, la richesse, c'est aussi qu'en fait, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'était déjà le cas quand le projet s'est créé. Donc, c'était vraiment des chercheurs avec des intérêts liés à la migration, mais pas toujours, mais aussi des lunettes très multiples. Et maintenant, comme on a encore grandi, on est encore plus pluridisciplinaire. Et la richesse de cela, c'est aussi que quand on a une question d'animation ou de la part des jeunes à laquelle qui nous posent aussi question, eh bien, on est une grande équipe, et donc on peut facilement se compléter, rebondir, et donc c'est aussi un apprentissage perpétuel au sein de l'équipe et une co-construction toujours du savoir ensemble. C'est parfait, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Quelles seraient vos ambitions par rapport à ce projet-là et par rapport au futur en soi? Est-ce que vous avez des ambitions personnelles, personnelles quand je dis dans le cadre du volontariat ou pas, quelles seraient donc vos ambitions à vous deux, en fait, par rapport à ça? Les ambitions. Belle question. Très bonne question. Moi, je dirais, mon ambition, ce serait vraiment d'avoir ce réseau, en fait, de 30 enseignants qu'on veut d'ici 3 ans, qui soient porteurs de ce projet. Donc, en ce sens où ils sont formés à ça, où ils sont capables de l'utiliser activement dans leur classe, et d'avoir aussi des travailleurs sociaux dans ce réseau. Et je me dis, une fois qu'on a réussi à atteindre ça, pourquoi pas rêver et se dire qu'on pourrait peut-être un jour même aller du côté néerlandophone pour pouvoir étendre encore plus le projet. Ça pourrait être une étape par la suite aussi.
Oui, moi les ambitions dans le projet, de nouveau il y a ce web documentaire, mais après c'est là où c'est pas l'objectif, vu que c'est vraiment un idéal sur lequel on n'a pas toujours d'emprise, mais c'est vraiment d'amener ce jeune à cette ouverture d'esprit, au débat, à la réflexion. Et ce qui serait génial, c'est pourquoi pas entendre un jeune plus tard dans les médias ou entendre un jeune dans la rue dire réutiliser des arguments qu'on aurait donnés en animation ou reciter le projet, dire ah oui moi ce projet-là ça m'a parlé, et donc il y a quelque chose qui reste et qu'on le réentende pourquoi pas dans l'avenir. Ça, ce serait génial. Ouais, un jeune qui viendrait toquer aux portes du CJD ou des migrations. Qui s'engage et qui dit voilà, on a une animation dans l'école, ça m'a parlé, j'ai envie de faire quelque chose. Oui, parce que en plus, en fait, le CJD, à la fin de nos animations, on propose toujours aux jeunes, en fait, s'ils veulent se mobiliser, le Conseil Jeunesse Développement les accompagne en fait pour créer leur projet. Et donc dans le passé, je pense qu'on a eu 1 ou 2 jeunes qui sont revenus vers nous, et donc c'est déjà une superbe victoire. Et donc si on avait encore d'autres jeunes qui à la suite de nos animations ont envie de s'engager au Conseil Jeunesse Développement ou même dans autre chose, de créer quelque chose et de se rendre compte qu'ils ont un pouvoir en tant que citoyens, et bien oui, effectivement, ce serait une grosse victoire. Ouais. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que ça aille toujours plus loin et avec vos volontés, vos objectifs. Je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui et de nous avoir fait partager votre quotidien dans votre travail, dans ce projet-là qui j'espère ira très loin. Merci de ton accueil aussi. Merci à vous en tout cas. La radio Alphonse pour nous avoir avec grand plaisir. Communiquer là-dessus. Complètement. Avec grand plaisir. Donc, mesdames et messieurs, après notre émission, si vous avez envie de vous engager ou si rien que par curiosité vous avez envie de découvrir qu'est-ce que le projet Migration au-delà des préjugés, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Vous tapez Migration ULB CJD, normalement c'est l'un des premiers groupes. Ou encore, il y a une adresse mail qui est préjugés, PREJUGES @ulb.ac.be, tout ça sans accent. Et donc si vous voulez avoir des renseignements ou autre chose, n'hésitez surtout pas à les contacter, elles vous répondront très rapidement. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine émission. Merci beaucoup, au revoir.